En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Saint-Pierre, c'est une très belle palette de monuments qui colore toute l'histoire de Nersac. Et puisque nous parlons de monuments, la transition est toute trouvée pour vous dire que nous sommes ce soir dans la salle du conseil municipal de l'Hôtel de Ville, installé depuis 1952 dans le château de la Foucaudie, dont la construction remonte au XVIe siècle et qui vaut la visite. Alors après ce préambule, nous allons aller plus avant à la découverte du Nersac pluriel qui nous entoure, grâce au témoignage de son maire, M. André Bonichon, et ses invités, Mme Emma Métayer, paysanne boulangère, Mme Gwenaëlle Guinard, artisan compagnon du devoir, sellier garnisseur, M. Jean-Marie Chabrouillot, industriel patron de HMC dans l'emboutissage de pièces métalliques, M. Jonathan Montgrenier, installé en indépendant dans la maintenance informatique, et Mme Natacha Fernandez, cofondatrice de Vegaia Végétarienne Gourmet, qui est dans la fabrication de recettes végétariennes. Bonsoir à vous et à nos fidèles auditeurs et auditrices d'En direct de chez vous sur RCF Charente. Alors, monsieur le maire, j'ai à grandes lignes tracé le portrait de Nersac, mais il y a mille et une autres choses à raconter sur votre ville. Pourquoi et par quoi aimeriez-vous commencer? Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir à tous et puis merci pour cette belle présentation que j'ai beaucoup aimée. Merci. C'est vrai que Nersac, au départ, eh bien, c'est la confluence de la Bohème et de la Charente. Il y a eu des moulins à papier. Petit à petit, donc, après les moulins à papier, c'est le feutre industriel pour distribuer la pâte à papier qui s'est développé, avec des industriels, vous en avez cité quelques-uns, mais je pourrais en citer comme la famille Procope, La Roche-Joubert, vous l'avez dit, la famille de Bouchot, puisqu'on a baptisé une rue de notre zone industrielle Pierre de Bouchot. Donc il y a toujours eu un passé industrieux et industriel sur Nersac. Je voudrais vous dire que petit à petit, ces industries du papier et puis du feutre ont disparu. Mais il y a en 1970, par là, un maire qui était là, qui s'appelait Guy Lepreux, a créé la zone industrielle numéro 3. Pas numéro 3, c'est la comportement. Ça, c'est à l'île des Bagnacs. La zone industrielle avec la rue Ampère. Et entre autres, les premiers bâtiments qui étaient là, c'était la Saft. D'accord. Saft. Et puis maintenant, ça s'est beaucoup développé avec Bernard Charrier qui a été maire, qui a développé, qui a amené pas mal d'industries, mais tout le monde en amène. Et moi, je vais en profiter pour vous donner un petit scoop. Tout le monde sait qu'il y a des gros travaux à côté de la Saft. Et on a une très très grosse usine qui va arriver. Normalement, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais cherchez bien. Et dans certains journaux, dans Le Monde, entre autres, notre ministre, monsieur le maire, s'exprime et parle d'une usine nouvelle sur la commune de Nersac. Donc là, c'est avec plaisir que dans quelques temps, on posera la première pierre de cette usine. Je ne veux pas en dire plus parce que ça ne m'a pas valu que des amis d'en parler. Bon, ça y est, vous l'avez dit de toute façon. Donc maintenant, on va attendre ça comme les cadeaux pour Noël. On attend ça comme les cadeaux pour Noël. Et puis la dernière industrie qui est arrivée sur notre zone industrielle, c'est Vegaia, qui est juste à côté de vous. Voilà, mais on va l'entendre tout à l'heure. Comment fait-on quand on est maire, vous, vos prédécesseurs, pour attirer, dans le bon sens du terme, les entreprises à venir chez vous? Quels sont les atouts? Peut-être de l'espace, enfin, je ne sais pas, vous allez me dire. Alors, il faut savoir que la compétence économique n'est plus une compétence communale. La compétence économique, elle dépend du Grand Angoulême. Donc, moi, j'ai la chance d'être vice-président de Grand Angoulême, en charge du foncier des entreprises. Bon, de temps en temps, on voit des entreprises qui cherchent et on les oriente. Maintenant, la zone industrielle de Nersac est une zone qui est quasi complète. Bon, il reste des petits bouts de terrain. Vegaia s'est installé sur une friche. Monsieur Chabrouillot, lui, il a repris une industrie qui existait. Il n'y a plus beaucoup de terrain, plus beaucoup. Et donc, on attend une belle industrie, une belle entreprise à l'entrée
à l'entrée de cette zone, là où il y avait Renault Agricole qui était installé. Renault Agricole qui est devenu Classe. Et j'ai encore vu le directeur de cette entreprise qui vient, je l'ai vu pas plus tard qu'hier, et il m'a affirmé que c'était dans les tuyaux. Donc en 2020, on aura une entrée de zone industrielle qui sera complète, et j'en suis très content et très fier. Bien, alors ça veut dire qu'avec ces industries, il y a des gens qui habitent sur place. Comment fait-on, là aussi, pour loger? Je pense que tout le monde ne loge pas à Nersac, mais ça veut dire que ça s'est beaucoup construit. Je parlais de l'histoire. Là, nous sommes dans un château au centre du bourg, à côté de l'église Saint-Pierre du XIIe siècle, qui a été aussi remaniée au XVIIIe. Mais comment fait-on pour agrandir? Est-ce que vous m'avez parlé de la zone industrielle qui est complète? Est-ce qu'il y a des zones foncières qui sont complètes? Elle est complète, elle est presque complète. Presque complète. Nersac a une particularité d'être une commune où il y a très peu de possibilités de se développer du point de vue habitat, puisqu'on a tout ce qui est le long de la Charente est classé en zone inondable, plan de prévention du risque inondation, et puis en zone Natura 2000, donc là, on ne peut plus rien construire. Après, on n'a plus qu'à construire sur les coteaux de Pont-Breton, et on a des gros problèmes de développement. Donc, les gens qui viennent sur la zone industrielle sont des gens qui habitent en grande partie à l'extérieur de Nersac, malheureusement. Si on regarde la courbe démographique de Nersac, on tangente avec les 2500 habitants, mais depuis des années. Alors, on a l'impression qu'il y a plus de monde, mais ça vient du desserrement des couples. C'est un joli mot pour dire ce que... Oui, ça veut dire quoi, desserrement des couples? Ça veut dire qu'ils sont séparés? Malheureusement, c'est des couples qui se séparent et vous avez, au lieu d'avoir une seule maison, vous avez deux maisons. Et voilà. Alors, on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'habitats, mais il y a moins de densité d'habitants par habitat. Oui, alors ça fait aussi sans doute le bonheur des autres communes, mais vous travaillez un peu ensemble grâce au Grand Angoulême. Oui, ça c'est très bien. Ça fait le bonheur évidemment de toutes les communes qui sont autour. Moi, quelque part, en tant que maire de Nersac, je trouve que notre population à 2005, imaginons qu'elle puisse monter à 3000, mais après elle n'ira pas au-delà. Et puis quelque part, on perdra un petit peu de notre originalité, parce qu'on a toujours été des gens qui aimaient notre commune, et puis on veut rester comme ça. Bien. Alors je suppose, monsieur le maire, que vous avez aussi dans la vie de cette commune des associations. J'ai parlé des commerçants, des artisans, restaurateurs ou autres, mais vous avez aussi des associations, des clubs de foot, etc. Parce que souvent on voit ça dans toutes les communes. Alors je suppose que ça existe également à Nersac. On n'est pas très original. On a un club de foot, on a un club de tennis, on a un club de danse, on a un club de gym, on a une association de danse. Enfin, on a beaucoup d'associations sur la commune, que ce soit de la musique. Pendant un temps, on avait même une association de sculpteurs sur pierre. Donc, beaucoup d'associations, que ce soit la bibliothèque, puisque la bibliothèque, c'est une association culturelle qui est non communale. Donc, énormément d'associations. Bien. Eh bien, je vois que vous communiquez bien sur votre commune. Je crois qu'on peut applaudir monsieur le maire. Alors, entre autres, dans les invités particuliers que vous nous avez choisis ce soir, on va commencer par Madame Emma Métayer de Grain de Bohème. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, paysanne boulangère dans le domaine bio. Certains, comme notre journaliste Denis Charbonnier, vous connaissent déjà, car vous vendez aussi sur les marchés. Mais plus précisément, qu'est-ce qu'un paysan, une paysanne boulangère aujourd'hui? Bonsoir Emma. Bonsoir, merci de nous laisser parler de notre activité. Donc, un paysan boulanger, c'est quelqu'un qui produit ses céréales et qui ensuite les transforme donc, à la ferme, donc que ce soit directement en légumes secs, en les triant et en les conditionnant, ou alors en les transformant en farine, comme nous on fait actuellement, pour le vendre soit directement en farine, soit en pain, comme nous on fait à la ferme. Donc, pour le moment, on fait que du blé et du seigle, et un peu plus tard, on rajoutera au fur et à mesure des années des récoltes et de la diversité un petit peu. Bien. Alors, vous n'êtes pas toute seule dans cette aventure. Hein? Dites-nous qui y a avec vous votre compagnon, évidemment. Mon compagnon, qui s'appelle Paul Bertrand.
Bien. Alors, cette aventure, on ne vient pas paysan boulanger comme ça du jour au lendemain. Vous y avez réfléchi, vous avez vu ça quelque part. Et quel est votre cheminement un peu? Parce qu'on aime bien dans cette émission avoir des témoignages de vie personnelle. Alors, on ne va pas jusqu'en dans le voyeurisme, évidemment. Mais là, dans cette partie métier, qui quand même vous prend... l'ensemble de... C'est aussi une philosophie de vie. Donc, c'est ça qu'on veut savoir. Racontez-nous. C'est un peu long, mais... Mais allez-y, on a encore du temps. J'ai mon chronomètre, là. Je vous arrêterai. Alors, on a tous les deux fait des études agricoles, en viticulture pour Paul et œnologie. En Charente? En Charente, oui. Au lycée de Loisellerie, qui est juste à côté. On va le citer, très bien. Et moi, un BTS de gestion et technique agricole, plus sur la partie de Cognac à Chèvre-Richemont. Et suite à ça, on ne savait pas ce qu'on voulait faire. Donc on s'est un petit peu promené, on a travaillé dans le Médoc pour Paul. Moi j'ai fait une autre formation de moniteur d'équitation à côté. On savait toujours pas ce qu'on voulait faire. Toujours on voulait faire dans l'agricole, mais on savait pas. Ça veut dire que vous étiez déjà ensemble à ce moment-là? Oui. D'accord, oui, compris. Et donc on a décidé de partir faire les saisons, donc à la montagne, sur la plage. En cuisine notamment, parce que moi ça a toujours été un peu le côté culinaire qui me plaisait. Donc saison d'hiver, saison d'été. Voilà, exactement. Et puis on a fait des woofing, donc je ne sais pas si vous connaissez le principe. Alors moi je connais, mais vous allez nous expliquer. Ce sont des jeunes qui vont travailler contre le gîte, le couvert et puis l'expérience. Oui. Ils vont donner leurs bras dans des fermes, mais c'est plus que ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait on est accueillis dans des exploitations agricoles, donc qui nous permettent de découvrir leur travail, leur métier, en échange de quelques heures de travail par jour et donc de partager leur quotidien. Donc on mange à leur table, on dort sous leur toit et on apprend beaucoup de choses, on vit avec eux, avec leur famille. Donc c'est vraiment très intéressant. Et c'est là qu'on a découvert le métier de paysan boulanger, donc dans le sud de la France, dans le village de Lacoste. Et donc chez Julie et Romain, peut-être qu'ils nous écoutent. Pas sur l'ordinateur, peut-être. mais pas en Charente, ça c'est pas possible. Et donc du coup, on est resté avec eux peut-être 3 semaines. Et au bout de ces 3 semaines, on s'est dit que c'était ça qu'il fallait qu'on fasse à la ferme, parce que on avait les terres et on avait l'envie de le faire. Et puis moi, je me voyais bien faire ça. Donc en revenant, mes beaux-parents nous ont un peu pris pour des fous, parce que on voulait tout révolutionner. Mais bon, ça s'est fait tranquillement. Et puis, donc, 1 an après, on s'est installé, on a fait notre parcours installation. Et 1 an après, donc début 2019, on était installés et on commençait la transformation. Alors, quand vous dites parcours d'installation, il y a aussi peut-être un parcours d'apprentissage, parce qu'on apprend le pain, il faut apprendre à le faire, la culture des graines, et puis aussi, vous avez un moulin, parce que vous faites de la farine, c'est vous qui faites tout de A à Z. Oui, donc, vous avez plusieurs métiers. Le métier de paysan, le métier de meunier, et puis ensuite de boulanger. Alors comment est-ce que vous avez fait ça? S'il y en a qui nous écoutent, ou leurs enfants, ou leurs petits-enfants qui auraient envie de faire ça, aux gens qui nous écoutent, comment ça se passe? Alors ça se passe qu'on a appris beaucoup sur le tas, parce que ce qu'on apprend à l'école, c'est pas forcément ce qu'on avait envie de mettre en place. Donc nous, on s'est dirigé vers l'agriculture biologique pour commencer déjà par le début, et on essaye de le coupler avec l'agriculture de conservation, qui est une agriculture qui évite le travail du sol au maximum pour permettre aux organismes présents dans le sol. Le plus connu, c'est le ver de terre, mais il y en a des centaines de milliers d'autres. Alors, quand vous dites ça, pour certains des personnes qui nous écoutent, qui font leur jardin, on ne travaille pas le sol et on a des graines. Alors, ça vous allez nous dire de la permaculture. Vous allez griffer légèrement le sol. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des labours et on ne laboure pas sur nous, on le fait parce 20, 30 ou 40 cm. Voilà. De passer d'une agriculture traditionnelle à une agriculture bio de conservation, c'est très compliqué. Du coup, il y a une transition. Donc, pour le moment, on fait des labours, mais on reste sur des labours superficiels. Et on essaye de travailler au plus avec des couverts végétaux qui vont remplacer le labour en partie. Couvert végétal. Alors, un couvert végétal, c'est l'implantation de plantes. Donc, ça peut être toutes sortes de plantes qui vont intervenir, par exemple, après la culture du blé et avant de planter notre blé. Donc, en fait, si vous voulez, au mois de juillet, quand vous moissonnez votre blé, vous semez une culture qui va servir de relais jusqu'au mois de novembre-décembre, quand vous allez semer votre autre culture. Et donc, ça permet de garder le sol couvert.
donc d'éviter d'avoir des échanges de carbone avec l'atmosphère. Et surtout, ça permet d'avoir par exemple, quand il y a des grosses pluies, que ces racines... Ça ne ravine pas. Voilà, ça évite La le terre ravinement ne et les s'en va racines servent de conduit à l'eau pour qu'elle s'infiltre dans le sol. Vous ne passez pas un coup de désherbant pour labourer ensuite. Non, vu qu'on est en bio, c'est un peu mal vu quand même. J'ai bien compris. Alors, quand vous avez récolté, votre moulin, il est fait comment Alors, avant de le passer au moulin, on va trier les céréales pour enlever les détritus, les herbes et toutes les impuretés qu'on ne voudrait pas dans le blé. Donc, on passe à des trieurs avant, en général. Ça peut être des trieurs à grille, donc qui sélectionnent par rapport à la forme du blé, ou par rapport à la densité du blé ou des autres céréales. Et ensuite, on les stocke donc dans des silos ou dans des big bags qui sont des énormes sacs. Et ensuite, on passe au moulin. Donc nous, on a choisi un moulin type astrier. Donc c'est un moulin qui n'est pas ancien, qui fonctionne à l'électricité et qui est en meule de pierre. Donc c'est-à-dire que c'est pas des pierres reconstituées, c'est de la pierre véritable, du Tarn, c'est du granit du Tarn. Et donc on met notre blé dans la trémie et automatiquement le moulin se met en route et moule le blé au fur et à mesure. Donc voilà, on a un débit à peu près de 12 kg à l'heure pour le moment, pour ce petit moulin. Et ensuite on récolte la farine et on fait le pain. Et vous cuisez au feu de bois? Alors, non. Ça va venir, chaque chose en son Pas pour temps. l'instant, vous faites ça dans le four de la cuisinière? Non plus, on a un four électrique qui nous cause pas mal de soucis. Mais... Bon, parce que vous pensez effectivement cuire au feu de bois. Le four est commandé, mais sur ce genre de four-là, il y a un délai d'attente. Voilà. Bon, en tout cas, c'est bien, on a bien compris à peu près toutes les étapes. Vous avez l'air de dire ça d'un seul trait, ça m'a l'air de couler tout seul, mais on imagine bien derrière tout le travail. On sent également chez vous toute la maîtrise de la partie je veux dire, que vous avez fait à l'école, et puis couplé avec cet amour de la terre, de cette philosophie aussi. Et alors, on vous retrouve où sur les marchés? Parce que maintenant, je vais passer la parole aux autres. Sur le marché de la Couronne, pour le moment. Et donc après, c'est sur commande, parce qu'on n'a pas encore de petit magasin. Il est en construction, d'ailleurs. Le maire doit avoir notre permis de construire maintenant. C'est bien, vous êtes à côté de lui. Profitez de l'émission. Voilà, je crois qu'il a bien entendu. Voilà. Donc, donc le magasin est en cours de construction, de rénovation. Et donc, une fois qu'il sera ouvert, il y aura le marché de la Couronne et le petit magasin qui sera évidemment sur Nersac. Très bien. Monsieur le maire, vous vouliez rajouter quelque chose? Juste une petite chose avant qu'on applaudisse Emma et Paul pour leurs travaux. Je voudrais dire qu'ils ont énormément de projets, puisqu'ils veulent développer des ruches sur un parc photovoltaïque qui va être fermé. Donc, il n'y aura personne pour venir les ennuyer. Et aussi développer un élevage ovin, toujours sur ce parc photovoltaïque, qui est sur la commune de Nersac. Et donc, c'est parfait, c'est plein de projets, et on va pouvoir les applaudir. Voilà, bravo. Merci Emma. Bon, alors maintenant qu'on a entendu parler Emma, nous allons passer la parole à une autre dame, qui est Gwenaëlle Guinard. Vous êtes sellier garnisseur. Alors, quel est plus précisément le travail effectué par des artisans comme vous? Bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis sellier garnisseur depuis 10 ans. Donc, on refait tout ce qui est siège de voiture, sellerie générale, auto, moto, bateau, voilà. Donc, on travaille essentiellement le cuir, le sky, le tissu. Ça dépend de la demande du client. Alors, moi, je suis content de vous entendre parce que je connais un peu ce métier-là. Et vous avez voulu tout d'abord être compagnon du devoir. Alors, c'est plutôt les garçons qui font ça. Vous me disiez que c'était pas si simple. Non, alors, racontez-nous cette histoire. Vous êtes charentaise d'origine? Pas du tout. Pas du tout. Alors, racontez-nous votre histoire. On est très curieux. Alors, je suis bordelaise. D'accord. J'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu 10 ans à Tahiti. Après, on est revenu ici parce que je voulais faire justement un métier manuel. Vous n'avez pas voulu rester à Tahiti? Non, pas du tout. Mais bon, c'est pour les études. C'était plus simple. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je me suis un petit peu cherchée et j'ai fait un CAP. Enfin, j'ai voulu faire un CAP couvreur chez les compagnons parce que pour moi, c'était une bonne école. Donc, voilà. Ça n'a pas forcément fonctionné pour moi, la couverture. En revanche, j'ai tourné plusieurs fois dans les ateliers des compagnons où j'y ai découvert la sellerie.
Donc il y avait sellier, tapissier, maroquinier. Et j'ai vraiment flashé sur ce métier-là. Donc j'ai fait des stages non rémunérés pour voir si ça me plaisait ou pas. Bien sûr. Et ça m'a beaucoup plu. Donc du coup, j'ai entamé un CAP chez les Compagnons du Devoir en tant que sellier-garnisseur. Et comment on va être attiré pour faire de la sellerie garnissage? Qu'est-ce qui Je pense que tout le monde dira la même chose. Il faut tester en fait. Il faut tester, oui. Les métiers. C'est la matière, c'est voilà, c'est ça. C'est ça. J'ai testé 2 métiers qui concernaient le cuir, donc la tapisserie ou la sellerie, et mon cœur s'est porté vers la sellerie. D'accord. Et pourquoi Nersac? Pourquoi Nersac? Alors, d'abord, on y est venu pour une maison. Voilà, parce qu'on a acheté une maison sur Nersac. Et il s'est avéré que mon ancien patron était proche de la retraite, donc il fallait forcément que je me retourne, sachant que la sellerie, c'est un métier qui est assez rare, donc il y a très peu de professionnels dans le coin. Donc, ma dernière solution a été de m'installer. Donc, il y avait un petit atelier juste à côté de la maison qu'on a acheté, qui me sert d'atelier en sellerie. Donc je me suis installée en janvier 2018. Bien, alors oui, c'est quand même assez récent. Ouais. Comment est-ce que vous vous faites connaître et qui vient chez vous? Alors tout le monde, autant professionnel que particulier. Et après, on commence à se faire connaître. Moi, mon copain qui est là actuellement est spécialisé dans tout ce qui est automobile, donc Cox et Combi, principalement Volkswagen. Et ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir décoller un petit peu. Et puis après, les réseaux sociaux, ça marche énormément. Enfin, moi, Facebook, c'est vrai que ça a été ma pub principale. J'ai pas eu besoin d'autre chose pour commencer, quoi. Oui, parce que les gens qui nous écoutent, autrefois, il y avait des ateliers, comme vous dites, mais il n'y avait pas Facebook, non. Il n'y avait pas des réseaux, etc. Et on venait naturellement, je veux dire, les rencontrer pour refaire le siège de sa voiture, peut-être la banquette de son bateau, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, ou naviguer sur la Charente, je ne sais pas. Mais donc aujourd'hui, ça marche. Et c'est surtout une clientèle d'ici que vous avez ou d'un peu partout? Puisque vous disiez que le métier était rare. Ouais, un petit peu partout. J'en ai un petit peu de Dordogne, parce que mes parents habitent là-bas aussi, donc forcément, en discutant, ça... Voilà. Et puis, non, sinon, c'est la Charente. Hein. Un petit peu de Poitiers aussi. Donc, vous avez des relais et on peut venir vous voir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Au siège de voiture, il n'y a pas que ça. Siège de moto non plus. Donc, sellerie automobile, donc, dans un véhicule, en tant que sellier, on peut refaire aussi bien les sièges, comme la moquette de la voiture, comme le ciel de toit, comme les panneaux de porte. Et après, suivant la demande du client, on s'adapte. Quand on dit sellier, ce ne sont pas des selles de cheval? Non, pas du tout. Ça, c'est encore un autre métier. Là, c'est sellier harnacheur. Et là, voilà, c'est sellerie automobile. C'est ça. Bon, écoutez, vous aussi, on va vous applaudir. Monsieur le maire, je crois qu'il avait quelque chose à dire. Moi, je voudrais qu'on la félicite parce qu'il y a un samedi ou deux, elle a reçu les enfants de l'Enfant Soleil. Donc, elle a un très grand cœur. Félicitations. Merci. Eh bien, bravo. Alors, maintenant, je vais passer la parole à quelqu'un qui est dans un autre métier, tout autre métier. Monsieur Jean-Marie Chabrouillot. Vous êtes à la tête d'une PME spécialisée dans l'emboutissage et l'usinage. Comment pourriez-vous nous faire découvrir cette industrie très spécifique, installée depuis 1978 dans la zone industrielle de Nersac? Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Comment faire découvrir cette industrie? En fait, elle s'est implantée dans la zone industrielle de Nersac pour assurer le besoin des gros donneurs d'ordre locaux qui étaient là depuis des dizaines d'années, donc les grosses entreprises comme Leroy Sommer, la Saft, Schneider, etc. Et donc on fournit en pièces métalliques ces industries pour leurs produits. Donc ils vont dans les moteurs électriques, dans les batteries ou dans les pièces électriques, pour ce qui est de Schneider. Donc ensuite elle s'est développée dans ce domaine-là et elle a été obligée de maîtriser donc, les outillages qu'elle mettait dans les presses pour fabriquer les pièces. Donc elle a un atelier de mécanique de précision qui fait la conception et la réalisation des outils nécessaires à la fabrication. C'est-à-dire que vous fabriquez votre outil de travail? Exactement. Pratiquement. On fabrique les outils qui, la plupart du temps, appartiennent à nos clients, puisque lorsqu'ils nous passent une affaire, ils ont un besoin de pièces qu'on leur vend, mais également ils investissent dans l'outillage qui est leur propriété. C'est-à-dire que Leroy Sommer, enfin Nidec, arrive aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça.
arrive et dit ben voilà, moi j'ai besoin de telle pièce pour mes moteurs électriques, voilà les plans, vous le fabriquez. Et ça, ils investissent dans votre entreprise pour faire ça, ou pour faire cette machine-outil, ou non, non justement, ils investissent dans l'outillage qui est leur propriété. Comme c'est leur propriété, ensuite ils peuvent en faire ce qu'ils en veulent. Donc pour s'attacher le client, il faut faire un travail de qualité. Sinon, il ira voir chez d'autres fournisseurs plus loin généralement. D'accord. Vous savez un peu dans l'histoire, parce que vous avez repris l'entreprise il y a combien de temps? Donc moi je l'ai repris en 2008, donc ça fait un peu plus de 10 ans. Et l'entreprise a 40 ans. D'accord. Et comme je dis souvent, vous êtes charentais d'origine ou pas? Ou vous êtes arrivé là par hasard? Alors moi, je suis charentais d'origine, mais avant de revenir à Nersac, enfin pas à Nersac, mais avant de reprendre l'entreprise à Nersac, j'ai fait le tour de France en tant qu'industriel et salarié dans d'autres entreprises. D'accord. Alors pas chez les Compagnons du Devoir? Non, je n'ai pas fait les Compagnons du Devoir. Vous avez quand même fait le tour de France. J'étais à l'école jusqu'à 25 ans et ensuite j'ai bourlingué chez les équipementiers automobiles, dans la sellerie de voitures. D'accord. C'est pour ça, oui, c'est intéressant dans l'habillage de véhicules. De vous avoir tous les deux là, l'un à côté de l'autre. Dans la plasturgie. D'accord. Monsieur le maire, vous aviez quelque chose peut-être à... Oui, moi je lui une parce petite que vous anecdote. avez été assez marqué. Quand je rencontre Monsieur Chabrouillot, il me dit deux choses. Il me dit déjà qu'il cherche des compagnons pour venir travailler avec lui, donc il a des difficultés de recrutement. Donc ça, il faudrait bien insister parce que je l'entends un peu partout, ça. Les entreprises cherchent à avoir des employés. C'est le premier point. Le deuxième point, ça c'est pour sourire, mais c'est... Il fabrique, je crois que c'est un des derniers fabricants, pas d'épingles, de barrettes à cheveux. Voilà, donc c'est formidable, c'est bien. Félicitations. Ouais, parce que donc... non, allez-y. Non, effectivement, on a plusieurs programmes de croissance et on a récupéré toute une activité de découpe de barrettes à cheveux qui était développée à Poitiers chez l'inventeur de la barrette à cheveux. Et donc maintenant, on découpe à Nersac ces pièces-là. Et on a aussi des développements et des croissances dans d'autres produits, puisqu'on fabrique des tables tactiles de jeu pour les restaurants ou pour on en a vendu beaucoup à Buffalo Grill, par exemple. Et on fabrique des produits comme des séparateurs d'eau de vie de tête nécessaires à l'industrie du cognac. Donc, en dehors de notre activité de découpe-emboutissage, qui est notre cœur de métier, on a cherché à développer des prototypes et des produits nouveaux pour garantir la pérennité de l'entreprise. Alors, comment on fait pour être comme ça en éveil? Est-ce que vous avez forcément un bureau d'études? Vous êtes nombreux d'abord à travailler dans l'entreprise, parce que vous dites qu'il y a des difficultés de recrutement. Combien êtes-vous dans cette entreprise? On est entre 12 et 15 personnes sur l'activité. D'accord. Et effectivement, on a pu profiter de notre petit bureau d'études qu'il était nécessaire pour faire les outillages, pour répondre à des demandes de gens qui ont des idées mais qui ne savent pas industrialiser leurs produits. Et comme on avait des machines-outils, comme on avait des compétences en mécanique, on peut répondre à ces besoins-là. Alors pareil, vous avez des clients dans toute la France, à l'étranger, comment ça se passe? Nos clients sont départementaux et régionaux au plus. Donc on travaille beaucoup sur la région d'Angoulême et en Charente. La force de notre entreprise, c'est d'être active et d'être à proximité. Oui. Parce que dans la découpe-emboutissage, maintenant, les gros volumes et les grosses productions sont faits soit en Asie, soit en Europe de l'Est. D'accord. Et vous tenez la concurrence justement grâce à cette pratique spécifique par rapport à tous ces pays qui pourraient venir grignoter votre marché. Voilà, disons pour les moutons à 5 pattes et les pièces un peu particulières, nos clients locaux n'ont pas d'autre solution quasiment que de venir chez nous, puisqu'ils ne pourraient pas avoir du tout la même activité s'ils étaient beaucoup plus loin. Évidemment. Et puis il y a une question aussi de compréhension, proximité, compréhension. C'est agréable de voir une entreprise locale, une industrie locale qui travaille avec le local. Écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Et puis alors, j'allais dire bon vent encore dans cette entreprise, monsieur Jean-Marie Chabrouillot. Merci. Merci à vous. Alors, on reste toujours dans le domaine de l'entreprise, mais pas tout à fait de la même façon, avec monsieur Jonathan Montgrenier. Vous êtes un jeune indépendant installé dans la maintenance informatique. Alors, pour beaucoup d'entre nous, il n'est pas facile d'y voir clair dans l'approche de la diversité de votre métier, qui dépasse de loin la simple image du réparateur d'ordinateur. Alors, comme de nombreux professionnels et parfois de très grosses marques font appel à vos services, pourriez-vous, là aussi, nous éclairer ce soir sur RCF Charente sur la spécificité de votre métier?
Bonsoir. Bonsoir. Alors, effectivement, c'est assez difficile d'expliquer mon métier dans le sens où tout le monde connaît l'informatique. Pour autant, je travaille exclusivement avec les professionnels de différentes tailles, des petites structures, auquel cas on va accompagner, on va adresser l'ensemble des besoins, que ce soit les postes de travail, le stockage, la sécurisation, jusqu'aux grands comptes sur lesquels on va arriver sur des demandes beaucoup plus techniques, assez précises et vraiment très spécifiques à leurs besoins. On peut avoir un exemple où ça va être trop compliqué à comprendre. Je vous pose une colle. C'est pas évident. Je répondrai plus en termes fonctionnels où effectivement, parmi nos plus gros clients, on a un industriel cognassé. Et auquel cas, effectivement, l'informatique, c'est un outil, il faut bien le comprendre comme ça. Et par conséquent, au-delà de l'outil, ce qui est important pour lui, c'est que la production tourne. Et il y a des contraintes en fait, qui sont inhérentes à son domaine d'activité, qui font que forcément, notre métier s'adapte. Bien. Donc, on va dire que vous êtes le cerveau qui commande les machines de l'entreprise, finalement, à travers l'informatique, à travers l'ordinateur. Alors, d'une certaine manière, oui, mais uniquement pour la partie, ce que j'appellerais informatique de gestion. Donc, tous les stockages de données, etc., les mails, tout ce qui est informatique courant. Je le précise, puisque après, j'ai des confrères qui vont travailler plutôt sur la partie industrielle, qui vont vraiment être liés à ça que je pensais. Aux automates programmables. C'est ça, voilà. Donc là, ça va être la limite. En fait, nous, on va travailler avec eux, mais on fait pas de communication avec les automates et avec la chaîne de production. D'accord. Alors, comment en êtes-vous arrivé à ce métier particulier? Alors maintenant, évidemment, qui se développe énormément, mais vous, personnellement, comme je disais, c'est toujours une émission un peu de témoignage. Et puis, ça peut intéresser des gens qui se disent, bah, tiens, moi, pourquoi pas moi? Alors, je pense que c'est une histoire de génération. Moi, j'ai un peu grandi avec l'informatique. J'ai un peu plus d'une trentaine d'années, donc forcément, j'ai un peu évolué avec ça. C'était pour ma génération un peu à la mode aussi. Jadis, tout le monde voulait être mécanicien, notamment les garçons. À l'heure d'aujourd'hui, tout le monde veut être informaticien. Donc moi, c'était par passion. Et donc j'ai développé mes compétences en autodidacte avant de faire des formations. Et puis après, plus tard, je me suis spécialisé vraiment sur la partie professionnelle. Parce que c'est pas péjoratif, mais quand on travaille avec du particulier, les demandes sont souvent les mêmes. Et alors qu'avec un particulier, avec un professionnel, en fait, c'est riche, c'est vraiment très riche. Et en fonction du besoin du client, de son activité et de son budget, tout est possible en fait. C'est vraiment très enrichissant et très intéressant. C'est-à-dire que vous participez à l'évolution et à la construction de vos clients. Donc, vous avez un vrai travail, comme tout à l'heure, Monsieur Chabrouillot, on vient le voir, et il faut créer une pièce. Et vous, on vient vous voir pour des systèmes ou pour faire du sur-mesure, un peu comme vous, en tant que sellier garnisseur, on vient vous voir pour du sur-mesure. Vous êtes tous avec du sur-mesure ce soir, pratiquement. Hein, Monsieur le maire, vous avez des gens du sur-mesure. Il vous manque plus que de l'habillement, et puis on est bon. Mais on fera une belle conclusion tout à l'heure. Bon, alors, d'accord. Alors, faut que je vous garde du temps pour la conclusion. Eh bien, écoutez, en tout cas, vous êtes installé à Nersac depuis combien de temps? Alors, je me suis installé à Nersac en début d'année. J'ai racheté un ancien restaurant place de Pont-Breton. Très bien. Bon, juste un petit mot, pardon. Oui. Moi, je suis très content que Jonathan ait choisi Pont-Breton et puis la ville de Nersac, parce qu'il ne trouve à Nersac que des qualités. Alors bon, j'espère que tu ne nous mens pas. Et que tu es très content à Pont-Breton, parce que tu te félicites. Avant, si j'ai bien compris, tu travaillais à Soyaux ou à Angoulême. Tes clients avaient des difficultés de stationnement. Là, il y a une place qui est juste devant, donc tu peux accueillir tous tes clients dans le calme, et tu es très près de la Nationale 10 et de la 141. Oui, effectivement. J'ai choisi Nersac, notamment parce qu'avant, j'étais à Angoulême, donc j'avais la circulation inhérente à Angoulême, et certains de mes clients étaient en Cognac. Parfois, aux heures de pointe, sortir ou rentrer dans le vous êtes plus proche là de votre clientèle, du coup. Et donc là, en termes d'infrastructure, c'est beaucoup plus pratique. Et puis, place de Pont-Breton, j'ai la chance d'avoir un parking
de la mairie juste devant. Donc, Monsieur le maire vend très bien la commune et ses administrés, entrepreneurs. On vous applaudit, Jonathan Mongoyer. Alors, on va terminer, pour l'instant, avec Madame Natacha Fernandez. Vous êtes cofondatrice de Vegaia Végétarienne Gourmet. Vous êtes installée dans une ancienne friche industrielle où vous êtes fabricant de recettes végétariennes. Alors, racontez-nous votre histoire, parce que ça, c'est pas banal d'avoir des gens qui fabriquent des recettes végétariennes sur notre territoire. C'est la première fois que j'en rencontre. Alors, je vous écoute. Bonsoir à vous, Natacha. Bonsoir et merci d'avoir été invité. Mais je vous en prie, c'est Monsieur le maire aussi. Hein. Grâce à lui que j'ai pu vous rencontrer. Donc, nous sommes une petite structure. On a démarré notre activité il y a à peu près 4 ans. Donc, on est effectivement fabricant des plats gourmets bio végétariens. On s'est lancé dans ce domaine, en fait, vu le manque des produits de qualité. En fait, on fait vraiment la cuisine. C'est par plaisir, par amour de cuisiner, de mélanger les épices et trouver les bonnes recettes. Et on voulait lancer tout ça dans les rayons bio en France, et aussi pas qu'en France, parce qu'on vend aussi à l'international, parce qu'on voyait donc qu'il manquait effectivement quelque chose dans le rayon, notamment surgelé, des plats cuisinés, des qualités qui donnent envie de manger, quand on n'a pas le temps de faire la cuisine soi-même. Donc forcément, à la naissance de notre fille, on se trouvait avoir moins de temps et on cherchait des solutions gourmets, et on trouvait qu'il manquait un petit peu quelque chose là dans les rayons. Donc on s'est lancé dans ça avec beaucoup de passion. On a grandi petit à petit. Et on a dû donc chercher un site plus grand, et c'est comme ça qu'on est tombé sur Nersac. Donc on a déménagé l'usine en avril, donc on est ici sur la commune depuis avril de cette année, et on est très content d'être ici, ça nous plaît beaucoup, la région. Et voilà, donc on développe l'activité donc maintenant depuis la Charente, on est plus proche de nos clients. Donc notamment nos clients, c'est des Biocoop, les marchés Léopold, la Vie Claire, en fait tous les enseignes que vous connaissez dans le bio. Bio, bien sûr. Voilà. Aussi, on a une deuxième marque où on vend aussi un petit peu en GMS, donc Monoprix aussi, c'est nos clients au niveau national. Et on vend aussi aux cantines scolaires. Donc tout ce qui est la collectivité, c'est important pour nous. On travaille avec Sodexo au niveau national. On travaille un peu avec des mairies et en fait, on fait des plats pour les enfants. Ça plaît beaucoup. Des fois, les chefs cuisiniers ne savent pas qu'est-ce qu'on peut faire autre, peut-être que la viande, comment on peut faciliter cet accès. Et bon, c'est gourmet, c'est bio, c'est fait avec vraiment des ingrédients de qualité. Donc, ça touche les enfants et on est content. Voilà. Bien, alors, comment est-ce qu'on en vient ? Parce que vous avez parlé de votre histoire personnelle en disant, bah, tiens, nous, on a une petite fille, on n'a pas le temps, on aurait besoin, si on avait un produit qui est déjà fait, mais dans notre façon de vivre. Alors, vous, votre histoire, vous n'êtes pas venu aux végétariens comme ça, par hasard. Quelle est un peu l'histoire, là, encore, pour vous ? Alors, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, l'histoire... enfin, nous, ce qu'on propose, c'est pas forcément pour les végétariens, hein, c'est pour tout le monde. Oui, mais bien sûr. Donc, on voulait proposer des produits de qualité. Donc, en ce qui me concerne à moi, personnellement, donc... j'ai un parcours un peu différent. Enfin, je viens pas de ce métier-là. Donc, on a en fait tout découvert. C'était en fait, on a lancé ça ensemble avec mon époux. Ni lui ni moi, on venait de ce domaine. Lui étant pianiste et musicien, voilà, c'est plutôt. Ah, c'est pas le même piano que vous utilisez voilà, aujourd'hui. C'est plutôt l'art, mais c'est la cuisine. C'est aussi, voilà, c'est aussi de l'art. Hein, tout à fait. Voilà. Tout à Il y a fait. beaucoup de créativité dans ce qu'on fait. On cherche toujours d'innover et chercher de nouvelles choses. Et moi, j'ai un passé un peu différent dans le commerce international. Donc, j'ai fait mes études dans une grande école en Allemagne. Et on s'est lancé vraiment par passion pour la cuisine et par le plaisir de proposer quelque chose de différent, mais vraiment avec beaucoup d'amour. On le sent. Et j'ai eu Laure qu'on salue au passage hier au téléphone, qui est arrivée et qui vous a rejoint il y a peu de temps, puisque vous êtes arrivé dans une friche industrielle et il a fallu tout nettoyer, tout mettre en route. Alors, on comprend bien aussi qu'il y avait un manque. Vous avez dit, tiens, là, on cherche quelque chose, vous dites toujours, de gourmet. On dirait aussi même gourmand aujourd'hui dans des produits végétariens. Où
est-ce que vous prenez vos matières premières? Alors, on a pas mal de matières premières qu'on s'approvisionne localement, mais aussi chez des distributeurs, parce que comme on est encore à petite échelle, donc il faut grouper nos matières premières, parce qu'on a beaucoup de différents produits, donc des différents distributeurs en France, voilà, au sud de la France, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine. Notamment, c'est ce qu'on essaye de se rapprocher, d'avoir plus de matières premières localement, tout ce qui est possible. Très bien. Et donc là, il y a, sans jeu de mots, il y a matière localement à trouver de la matière première, de qualité, comme vous le souhaitez. Tout à fait. Voilà, pour faire vos plats surgelés qu'on va trouver Biocoop, Marché de Léopold, La Vie Claire, etc. Monsieur le maire. Moi, je voudrais compléter ce que vient de dire Natacha, parce que le quinoa, tout le monde sait que ça vient du Pérou. Eh bien, Vegaia utilise du quinoa qui est cultivé en Touraine. Exactement, oui. Bien, alors là, on a un circuit plus court. Et je souhaite qu'avec Emma, qui a été obligée de partir parce que son pain est en train de cuire, que vous vous rapprochiez d'elle, parce qu'elle va faire des tas de céréales bio qui peuvent être utiles dans votre cuisine. Elle va faire des céréales bio et puis elle va faire des légumes secs dans très peu de temps. Donc, si jamais vous pouvez faire travailler les paysans de Nersac, alors c'est encore le mieux. Okay. C'est très bien, c'est notre souhait. Oui. Merci à vous, Natacha, on vous applaudit. Et puis on ira peut-être vous voir faire une émission spéciale. Alors, monsieur le maire, une petite conclusion, parce qu'on a 30 secondes. Moi, je vais être assez court. J'ai toujours aimé l'entreprise et les gens qui entreprennent. Donc, pour moi, je vais leur faire un compliment, tous les 5. Vous représentez la France que j'aime. Donc, félicitations et continuez, on a besoin de gens comme vous. Merci beaucoup pour cette conclusion. On vous applaudit, monsieur le maire. On remercie nos auditeurs, nos auditrices, et puis Basile Dubon à la technique, ainsi que Cédric Denis. La semaine prochaine, on se retrouvera dans une toute autre émission, Nos paroisses ont du talent, près de la crèche à ma campagne. Je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes d'RCF Charente, et à très bientôt, à la semaine prochaine. Bravo à tous.